et si le sol sous vos pieds ne vous appartenait plus vraiment? Imaginez un instant. La terre que vos ancêtres ont cultivée depuis des siècles vous semble soudain étrangère. Vous vous réveillez dans un pays dont les cartes vous sont familières, mais où les décisions qui façonnent votre quotidien se prennent à des milliers de kilomètres, dans des bureaux climatisés par des gens qui n'ont jamais goûté à la poussière chaude du Sahel. Ce malaise silencieux, c'est celui d'un peuple qui regarde son drapeau flotter, mais qui sent que sa voix s'est éteinte, comme si son histoire s'écrivait à l'encre d'autrui. Depuis trop longtemps, le Burkina Faso, comme tant d'autres nations africaines, vit au rythme d'un récit imposé. Une histoire de dépendance, de promesses d'aide qui ressemble plus à des chaînes qu'à des ponts. Les greniers restent vides, les routes sont de la poussière, les écoles à moitié bâties, alors que l'on vante des plans d'aide venus d'ailleurs. On parle de sécurité, mais l'insécurité s'étend, les villages brûlent, et 2 millions de personnes sont déracinées malgré la présence de soldats étrangers. Dans cette atmosphère, la dignité s'effrite, l'autonomie s'efface, et l'identité semble se dissoudre, lentement, dans le confort trompeur d'une aide qui n'émancipe pas. Mais l'histoire n'est jamais une ligne droite. Un soir moite, à 0h24, un silence lourd est tombé sur la capitale. Un jeune capitaine à la démarche simple, sans le sourire calculé des politiciens, a choisi de regarder non pas les caméras, mais les gens, droit dans les yeux. D'un geste, il a ajusté son béret, une promesse muette, mais immense. Ce qu'on appelle aujourd'hui transition, c'est au fond une tentative de reconquête. Pour la première fois, la fatigue accumulée, la colère rentrée, le sentiment d'être spectateur dans sa propre maison se sont cristallisés. Loin des discours sur l'aide ou l'approbation internationale, ce capitaine parlait de la terre, de la dignité des paysans, du courage de ceux qui n'attendent plus rien de l'extérieur. Voilà l'enjeu, accepter de rester prisonnier d'un statu quo qui aliène, ou oser briser le cycle pour restaurer la souveraineté et la fierté. Mais comment en est-on arrivé là? Pour comprendre, il faut revenir sur l'histoire, sur cette longue fatigue qui pèse sur tout un peuple. Comment un pays officiellement indépendant restait-il prisonnier de liens invisibles? Pour comprendre la portée de la transition menée aujourd'hui au Burkina Faso, il faut d'abord remonter le fil de son histoire récente. Une histoire où l'indépendance proclamée n'a souvent été qu'un mot, vide de réel pouvoir. Depuis 1960, le Burkina Faso, comme tant d'autres États africains, porte le fardeau de 65 ans de relations complexes avec son ancienne puissance coloniale. Certes, les drapeaux ont changé et les hymnes aussi, mais derrière les symboles, les structures de domination sont restées. La monnaie, le franc CFA, arrimé et contrôlé depuis Paris. Les élites formées dans les écoles de l'ancienne métropole, souvent plus loyales au confort de la continuité qu'aux rêves de rupture. Et surtout, le contrôle des ressources, de l'or aux terres fertiles, qui échappent trop souvent à ceux qui les travaillent. Ce n'était pas simplement une question de politique, mais de survie. Année après année, l'exode rural se poursuivait. Des familles entières fuyaient la campagne pour des villes saturées, ou choisissaient l'aventure incertaine de l'émigration, au prix de 1000 dangers. Dans les rues de Ouagadougou, la frustration grandissait, palpable dans chaque conversation. On voyait l'usure sur les visages, la lassitude de ceux qui attendaient depuis trop longtemps un changement qui ne venait pas. Car malgré l'aide internationale vantée à grand renfort de discours, la pauvreté s'aggravait et l'impuissance s'installait. Les programmes de développement, décidés loin du pays, semblaient conçus pour perpétuer la dépendance plutôt que l'autonomie. À chaque crise, la même rengaine. Il fallait plus d'assistance, plus de technocrates étrangers, plus de crédit, jamais de vraie souveraineté. La sécurité, elle aussi, était une promesse sans lendemain. La présence de forces étrangères, présentée comme un bouclier contre le chaos, finissait par ressembler à une cage. Et le chaos, au lieu de reculer, s'installait, s'étendait, profitant de cette confusion organisée. Ce contexte d'épuisement n'a pas été causé par un événement isolé, mais par une succession d'humiliations perçues et subies. La dépendance monétaire, l'influence politique étrangère, la confiscation des richesses,
l'incapacité à décider pour soi-même. Petit à petit, l'idée a germé qu'il ne s'agissait plus seulement de changer de dirigeant, mais de changer de système. C'est dans cette atmosphère électrique, entre résignation et colère, qu'a surgi Ibrahim Traoré. Son arrivée n'a pas été une surprise isolée, elle fut le miroir d'une frustration partagée et d'un espoir longtemps muselé. Dès ses premiers discours, sa posture tranchait radicalement avec celle de ses prédécesseurs. Pas de grandes promesses, mais une voix ferme, sans trembler, un uniforme semblable à celui des soldats de base, un homme vu dans les mêmes messes, dormant dans les mêmes casernes. Cette proximité, cette humilité, ont instantanément créé un lien viscéral avec le peuple. Mais la question qui traversait toutes les têtes était brûlante. Continuer à subir un système injuste et appauvrissant, ou saisir enfin l'occasion de rompre, de se dresser pour sa dignité? Le risque était immense. Refuser le confort asservissant, c'est choisir l'incertitude de la liberté, affronter les menaces, les sanctions, l'isolement. Mais c'est aussi, peut-être, la seule voie pour redevenir maître de son avenir. Et pourtant, malgré cette prise de conscience, un mystère subsiste. Pourquoi, après tant d'années, les solutions imposées par l'extérieur échouaient-elles systématiquement? Et si l'aide était, en réalité, ce qui maintenait le pays enchaîné? Pendant des décennies, le Burkina Faso a vu défiler des soldats venus d'ailleurs, des convois de l'aide humanitaire, des promesses de sécurité et de développement faites par des voies étrangères. Pourtant, 2 millions de personnes ont été contraintes de fuir leur foyer, malgré cette présence internationale massive. Les chiffres sont implacables. Plus les bases étrangères s'installent, plus le chaos s'installe. Le paradoxe est cruel. Au lieu de ramener la paix, chaque nouvelle intervention semble jeter un peu plus d'huile sur le feu. Ibrahim Traoré n'a pas mis longtemps à comprendre ce qui se jouait. Il a observé la réalité sur le terrain, loin des discours diplomatiques. Et il a posé la question qui fâche: pourquoi continuer à payer pour une protection qui ne protège rien? Pourquoi accepter de verser des sommes colossales à des partenaires étrangers alors que la situation empirait sous leurs yeux? Le refus d'Ibrahim Traoré de s'acquitter de cette facture a marqué un tournant décisif. Il a osé faire ce que peu de dirigeants avant lui avaient tenté: dire non. Non à la dépendance, non à la tutelle, non à l'illusion de l'aide salvatrice. L'expulsion des forces étrangères n'a pas été un simple geste politique. C'était une question de survie, un acte de nécessité vitale. Le Burkina Faso ne pouvait plus se permettre d'attendre le salut venu d'ailleurs. Cette décision, que beaucoup à l'extérieur ont vue comme une prise de risque insensée, a été vécue à l'intérieur comme une libération. Pour la première fois depuis plus de 60 ans, l'air au-dessus du Sahel est devenu plus léger, plus tranchant, enfin, proprement burkinabé. Mais le départ de l'ancienne puissance n'a pas laissé qu'un vide. Tous s'attendaient à ce que ce vide soit aussitôt rempli par la violence et la terreur. Et pourtant, ce sont d'autres sons qui ont émergé. Celui du travail, du mouvement, de la terre que l'on retourne. Car Ibrahim Traoré le sait, l'indépendance sans le pain n'est qu'une pièce de théâtre. Un pays qui ne nourrit pas ses enfants n'est libre que sur le papier. Alors, il a fait un pari audacieux. Retourner à la terre, redécouvrir ce sol négligé pendant des décennies. Il a recentré toute l'énergie nationale sur la souveraineté alimentaire, déclarant haut et fort: un pays qui ne produit pas son propre grain n'a pas le droit de parler de liberté. Il ne s'est pas contenté de mots. On l'a vu dans les champs, aux côtés des agriculteurs, les bottes couvertes de cette même terre rouge qui nourrit le pays. Il a parlé d'un avenir où la récolte revient à celui qui la sème, et non plus à des intérêts lointains. Ce virage a changé la vie de millions d'oubliés des campagnes. Trop longtemps, ils avaient vu les aides internationales se dissoudre dans les bureaux des grandes villes. Désormais, la houe valait autant que le fusil. Près de 300 000 hectares de terre ont été consacrés à des cultures intensives. Des milliers de jeunes, autrefois tentés par l'exil ou attirés par les mirages urbains, ont été recrutés dans des brigades de service national pour labourer la terre et défendre le pays. Ce n'était pas simplement de l'agriculture, c'était une mobilisation de survie, presque une opération militaire pour la souveraineté alimentaire. La sécurité, elle aussi, a changé de visage.
Traoré a misé sur la mobilisation populaire. Il a renforcé les forces volontaires de défense, VDP, leur offrant non seulement des armes, mais surtout une mission, un sens. Car il le sait, un homme qui défend sa propre maison vaut 10 mercenaires payés à coups de primes. Dans les villages, la fierté renaît. Une vieille femme du Nord disait récemment « Je ne regarde plus le ciel en espérant l'arrivée d'avions étrangers. Je regarde mes petits-fils, debout, armés de la bénédiction de l'État. » Ce mouvement de retour à la terre et d'autodéfense populaire n'est pas sans risque. L'ombre du chaos plane toujours, car s'affranchir des anciens maîtres laisse le pays seul face à ses propres défis. Les sanctions internationales sont tombées comme un couperet, faisant grimper les prix, isolant le pays sur la scène mondiale. Les médias étrangers ont vite brossé le tableau d'un Burkina Faso au bord de l'effondrement, parlant d'isolement, de rébellion, comme si vouloir se tenir debout était une maladie. Mais pour Traoré et pour le peuple, ce risque était le prix à payer pour une liberté réelle. Ce choix entre le confort asservissant de l'aide et l'incertitude de la souveraineté, c'est l'enjeu ultime. Restaurer la dignité, reconquérir la pleine maîtrise de son avenir. En chassant ceux qui entretenaient le statu quo, le Burkina Faso n'a pas seulement ouvert une page nouvelle. Il a montré à l'Afrique et au monde que la dépendance n'est pas une fatalité. Bien sûr, le chemin reste parsemé d'embûches. Les pressions extérieures, les réseaux d'influence et les pièges économiques persistent. Mais, au fil des mois, quelque chose s'est transformé dans l'âme du pays. La jeunesse ose rêver. Les élites se découvrent en décalage avec un peuple qui retrouve fierté et confiance. L'indépendance n'est plus un mot, c'est un travail quotidien, une discipline, un refus de la facilité. Reste une question, la plus cruciale. Face à l'isolement croissant et aux sanctions, comment survivre et prospérer par ses propres forces? C'est là que commence le prochain chapitre. L'isolement international est-il une malédiction ou une chance de réinvention? Voilà la question qui plane sur le Burkina Faso depuis le début de la transition menée par Ibrahim Traoré. À première vue, les sanctions économiques, les menaces de suspension et surtout les campagnes médiatiques négatives donnent l'impression d'un pays mis au ban, condamné à l'asphyxie. Mais si on regarde au-delà des gros titres, on découvre autre chose. La résilience, la créativité et même une forme de renaissance. Les puissances qui ont été poussées dehors n'ont pas accepté la rupture sans réagir. Elles ont tissé des toiles d'influence, tendu des pièges économiques et diffusé un récit où le Burkina Faso serait voué à l'échec sans leur tutelle. À chaque difficulté, le monde attendait la chute, que la graine de l'indépendance ne germe pas, que l'insécurité l'emporte ou que la lassitude fasse vaciller le président captain. Mais Ibrahim Traoré, calme au centre de la tempête, a compris que la souveraineté n'est pas une histoire de confort, mais de résistance quotidienne. Face à l'isolement, la tentation aurait pu être grande de plier, de revenir à l'ancien ordre pour retrouver le confort d'une aide étrangère, mais aussi la dépendance qui l'accompagne. La force de Traoré a été de transformer l'épreuve en levier. Plutôt que de s'enfermer dans le repli, il a cherché de nouveaux alliés là où les puissances traditionnelles voyaient seulement des adversaires. Le Mali, le Niger. 3 nations, jadis perçues comme marginales, deviennent alors l'épicentre d'une alliance sahélienne qui repense la sécurité, le commerce et la coopération régionale. Ensemble, elles s'organisent pour contourner l'isolement, mutualiser leurs forces militaires et défendre leur souveraineté. Ce n'est plus seulement une réaction aux sanctions, mais l'affirmation d'une volonté d'exister par soi-même. Mais la renaissance ne s'arrête pas à la politique ou à l'économie. Elle s'enracine surtout dans la culture, l'éducation et l'imaginaire collectif. Pour Traoré, il ne suffit pas d'expulser les bases militaires ou de renégocier des contrats miniers. Il faut aussi extirper la soumission des esprits. C'est là que la refondation de l'éducation prend tout son sens. Fini les manuels scolaires importés, écrits dans la langue et la vision de l'ancien colon. Place à une histoire revisitée, où les enfants apprennent enfin les noms des inventeurs, des rois et des penseurs africains. Les aînés pleurent de joie en voyant leurs petits-enfants réciter des poèmes dans leur langue maternelle, raconter les exploits de héros locaux longtemps effacés. Ce n'est plus simplement une réforme scolaire,
c'est la reconstruction de l'âme du pays. Cette transformation culturelle crée un élan nouveau dans la société. La dignité retrouvée irrigue même les zones de conflit. Dans le Nord, on prédisait l'effondrement des défenses en quelques mois. 6 mois plus tard, les volontaires locaux, les VDP, non seulement tiennent leur position, mais reconquièrent du terrain. Leur secret? Ce n'est pas l'armement, mais la conviction profonde de défendre une terre qui leur appartient, pour laquelle ils sont prêts à tous les sacrifices. Traoré, loin de l'image distante du chef d'État, partagent le quotidien des combattants, mangent leurs maigres repas, écoutent leurs peines et leurs rêves. Ce lien simple et authentique, c'est la force invisible qui pousse tout un peuple à tenir. Bien sûr, le prix de cette résistance est lourd. Les sanctions étranglent l'économie. Les infrastructures médicales et industrielles souffrent. Mais là encore, la créativité prend le relais. Des artisans et des coopératives locales se mobilisent pour produire ce qui ne peut plus être importé. L'économie nationale, contrainte de s'adapter, commence à germer dans des endroits inattendus. Ateliers, villages, réseaux de solidarité. C'est une économie de survie, mais aussi de fierté. Pourtant, le danger le plus insidieux plane toujours, la bataille de l'image, du récit. L'ordre international tente d'imposer sa version de l'histoire, où l'émancipation du Burkina Faso serait une aventure vouée à l'échec, un mauvais exemple pour l'Afrique. Si cette vision s'impose, le risque est immense. Le pays pourrait perdre la bataille pour son identité, et l'Afrique, dans son ensemble, rater l'opportunité d'inventer un autre modèle. Mais si le Burkina réussit à imposer son récit, à incarner une alternative crédible, alors c'est tout un continent qui peut se remettre à espérer. Et ici réside l'enjeu ultime. Rester prisonnier d'un statu quo qui appauvrit et aliène, ou bien assumer l'incertitude de la liberté pour devenir vraiment maître de son destin. Le peuple a choisi, avec force, la fin du libre plutôt que le confort de la servitude. Mais les épreuves ne sont pas finies, la pression extérieure s'intensifie et le risque d'échec demeure plus réel que jamais. Quand la souveraineté cesse d'être un rêve inaccessible, tout change, et c'est ce que l'histoire du Burkina Faso, sous Ibrahim Traoré, nous donne à voir. Ce n'est plus un slogan, ce n'est plus une revendication abstraite, mais une réalité concrète qui se lit dans chaque geste, chaque réussite, chaque main qui façonne la terre. La résilience, ici, n'est pas un mot à la mode. Elle se manifeste dans les champs, où des hectares autrefois laissés en jachère ondulent aujourd'hui sous des vagues de mille dorés. Des terres arrachées à la peur, reprises sur les violences, et rendues à la vie par la ténacité de ceux qui n'ont jamais voulu baisser les bras. Les villages, hier déserts, renaissent. Les familles reviennent, les marchés bruissent de nouveau, les rires d'enfants rendant l'espoir contagieux. Mais derrière ce miracle silencieux, il y a l'exemple du capitaine Traoré lui-même. Ni général enfermé dans un palais, ni figure lointaine imposant ses ordres depuis un bureau climatisé. Il est sur le terrain, aux côtés de ses hommes, partageant leur quotidien, leurs doutes, leurs sacrifices. Lorsqu'il annonce la réduction de son propre salaire, ce n'est pas un geste théâtral. C'est le signal que le sacrifice n'est pas qu'un mot, mais une valeur vécue. Ce choix, c'est une invitation à la confiance, un rappel que la dignité commence par l'exemplarité. La transformation n'est pas que militaire ou économique. Elle se joue aussi dans les classes d'école. L'éducation n'est plus un simple transfert de modèles venus d'ailleurs, mais un acte de réappropriation. Les enfants apprennent l'histoire africaine. Ils retrouvent dans les récits de leurs ancêtres la fierté, la créativité et la conscience d'appartenir à un peuple qui a su, malgré tout, résister et inventer. Les enseignants eux-mêmes sont encouragés à puiser dans la tradition, à réconcilier les savoirs locaux et l'exigence de modernité. C'est une révolution douce, celle où se fabrique patiemment l'indépendance des esprits. Les résultats sont là, indiscutables. Sur plus de 80% du territoire, la stabilité est revenue. Cela ne veut pas dire que tout est facile, ni que les difficultés ont disparu du jour au lendemain. Mais cela veut dire que, pour la première fois depuis des années, les communautés reprennent en main leur avenir, se réapproprient leurs terres et reconstruisent leur destin. Un père de famille,
autrefois réfugié dans son propre pays, rentre chez lui et découvre non pas un paysage de ruines, mais une communauté qui s'est relevée, solidaire, inventive, décidée à tourner la page de la peur. Ce renouveau se lit surtout dans les yeux de la jeunesse. Des milliers de jeunes, qui auraient pu fuir vers l'exil ou l'errance, choisissent de revenir à la terre ou de s'engager dans la défense locale. Ils trouvent dans cette nouvelle aventure non seulement un moyen de subsistance, mais aussi un motif de fierté. Ils deviennent bâtisseurs, gardiens de leur village, acteurs d'un nouveau récit national. C'est la jeunesse qui, chaque jour, fait mentir le vieux cliché d'une Afrique résignée ou dépendante. Cette dynamique interne trouve un écho jusque sur la scène internationale. Au fameux sommet où les puissants du monde dictent d'habitude leurs lois, Ibrahim Traoré ne s'incline pas. Il ne porte ni costume occidental, ni ton de circonstance. Devant l'Assemblée, il affirme, d'une voix claire, que l'ère du silence africain est terminée. Le Burkina Faso ne sera plus un pion dans un jeu qui n'est pas le sien. Pour la première fois, le continent voit l'un des siens parler d'égal à égal, sans complexe, sans demander la permission d'exister. Ce moment, pour beaucoup, restera comme un tournant, la preuve vivante que la dignité ne se négocie plus à l'étranger. Évidemment, ces victoires, aussi tangibles soient-elles, restent fragiles, car la véritable indépendance n'est jamais définitivement acquise. Les pressions extérieures continuent, et la tentation du retour au confort asservissant plane toujours. Il suffirait d'un relâchement, d'un abandon de la vigilance, pour que l'ancien ordre revienne, que tout ce qui a été reconstruit soit à nouveau menacé. L'enjeu est de taille, préserver une dignité retrouvée ou risquer de tout perdre, de retomber dans la dépendance et l'aliénation. Alors, que retenir de cette expérience singulière? Et vous, que feriez-vous si votre identité même était menacée? Resteriez-vous dans le confort trompeur d'un statu quo imposé? Ou prendriez-vous le risque immense de tout perdre pour finalement gagner votre liberté et votre dignité? C'est la question que pose en filigrane l'histoire de la transition menée par Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Parce que ce récit, ce n'est pas seulement celui d'un pays qui change de président. C'est l'histoire d'un peuple qui se relève, qui refuse de continuer à vivre à genoux, brisé par des décennies d'humiliation, de domination économique et politique, et de discours où l'Afrique n'existe que comme enfant dépendant, jamais adulte libre. On nous a habitués à penser que l'Afrique ne pouvait avancer qu'avec la main tendue vers l'extérieur, toujours assistée, toujours dépendante d'aides conditionnées, de conseils venus d'ailleurs. Mais ce qu'Ibrahim Traoré et le peuple burkinabé ont montré au monde, c'est qu'il existe une autre voie, plus rude, plus incertaine, mais infiniment plus digne. Une voie où l'on accepte de traverser la tempête, de perdre le confort illusoire de l'assistance pour enfin recouvrer la maîtrise de son destin. Au grand sommet international, quand Traoré s'est levé, drapé dans le tissu de ses terres et non dans le costume des puissants, il n'a pas seulement parlé. Il a brisé le silence. Il a affirmé la fin de l'ère où l'Afrique devait s'excuser d'exister. Là, face au monde, il n'a pas plaidé sa cause, il a exigé le respect. Et dans le silence qui a suivi, il y avait moins de gêne que de prise de conscience. Un changement venait de s'opérer sous leurs yeux. Ce n'était pas qu'une prise de parole forte. C'était un acte de souveraineté, une déclaration sans retour. Le Burkina Faso, ce pays que tant de voix internationales voyaient déjà sombrer, s'est relevé de ses ruines, non pas grâce à des interventions extérieures, mais par la force de sa propre volonté. Plus de 80% du territoire reviennent sous contrôle local. La vie renaît là où ne subsistait que la peur. L'image de ce père, rentré sur sa terre après l'exil, retrouvant non un champ de ruines, mais un village rebâti par ses propres fils, raconte mieux que n'importe quelle statistique la profondeur de cette transformation. Mais au-delà des faits, c'est l'esprit qui compte. Ce que Traoré a fait, c'est réveiller, chez tout un peuple, et bien au-delà, la conviction que la dignité ne s'achète pas, et que l'indépendance n'est pas un cadeau, mais une conquête. Il a montré que le vrai pouvoir, ce n'est ni la force brute ni l'argent, mais le refus inébranlable d'obéir à des maîtres invisibles. Il a démontré par l'exemple qu'un peuple qui voit son chef vivre comme lui, lutter à ses côtés,
n'hésite plus à se battre, non pas pour survivre, mais pour exister pleinement. Et c'est là que l'histoire du Burkina Faso nous interpelle tous, que l'on soit africain ou citoyen du monde. Car l'enjeu, ce n'est pas seulement la sécurité ou la croissance économique. C'est la capacité de chaque peuple et de chaque individu à sortir des conditionnements hérités, à briser les chaînes invisibles du fatalisme et de la dépendance. Rester dans le confort du connu, c'est accepter de voir sa propre histoire écrite par d'autres. Oser l'inconnu, c'est redevenir acteur de sa vie. Bien sûr, le risque est immense. La route de la liberté est semée de sacrifices, d'erreurs, de nuits blanches et de peurs secrètes. Mais à la fin, elle mène à une maison qui n'appartient qu'à nous, à une dignité que l'on ne doit à personne d'autre qu'à soi-même. Et c'est cela, la vraie victoire. Quand un peuple refuse d'être petit, quand il ose regarder le monde dans les yeux et dire « Non, ceci est ma place ». Aujourd'hui, le Burkina Faso n'est plus une note de bas de page dans la chronique des puissants. Il est devenu, par la force de son refus et la solidité de sa foi en lui-même, le phare d'une Afrique qui ne demande plus la permission d'exister. La question qui se pose à chacun de nous est simple. Serons-nous spectateurs de notre propre histoire ou artisans de notre souveraineté? L'histoire de Traoré n'est pas terminée. Mais son message résonne déjà, au-delà des frontières, comme un appel à la responsabilité. À l'échelle d'un peuple, comme à celle de chacun d'entre nous, la liberté n'attend pas qu'on la lui donne. Elle se prend. Si ces mots vous ont touché, si vous ressentez le poids ou la lumière de cette histoire, abonnez-vous. Pas pour grossir une statistique, mais pour participer à un espace où la voix de l'indépendance continue de grandir, de s'affirmer. Car la renaissance de la souveraineté ne se fait jamais seule. Elle a besoin de celles et ceux qui refusent la résignation, qui choisissent l'espérance active. Alors, à la lumière de cette histoire, posez-vous la question. La souveraineté, est-ce un don à recevoir ou un droit à conquérir? Et surtout, que choisirez-vous, vous, lorsque votre identité sera mise à l'épreuve?